Bonjour et bienvenue dans le SAV DCSE. Aujourd'hui, nous avons Sarah comme invitée. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir. En plus, ça fait quand même quelques semaines qu'on a prévu ce rendez-vous. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu pour que les auditeurs sachent qui tu es et pourquoi tu es invitée aujourd'hui? Bah, avec plaisir. Alors Sarah Milin-Célin, je suis la fondatrice du cabinet Probicia, spécialisé dans les enquêtes internes, dans le cadre de signalements pour harcèlement, sexuel, moraux, discriminatoires, mais également toute tension sociale ou dysfonctionnement, hein, conflit également. Dans les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit d'ailleurs le signalant également, ça peut être important de le souligner et je suis, consultante dans les relations humaines de manière plus large. Merci beaucoup. Ça fait pas mal de casquettes. Aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler de la partie enquête et harcèlement. Et Absolument. du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi les gens font appel à une enquêtrice externe sur ces sujets-là? Alors, la question à l'origine qui m'est souvent posée, c'est: «Est-ce que nous sommes dans le cadre d'un signalement ou est-ce qu'on est en train d'interpréter une situation?» Alors pourquoi on fait appel à quelqu'un, comme moi? C'est, lorsque justement il y a des risques juridiques, organisationnels, financiers qui sont en jeu et j'allais dire aussi humains et avant tout humains. Pourquoi externaliser? C'est lorsque si le mis en cause est peut-être une personne, soit qu'on n'aurait pas soupçonnée, soit qui est proche de la direction et donc il y a cette, manière de travailler de manière indépendante, neutre et impartiale qui est importante. Et puis, c'est aussi parce que ce soit les dirigeants d'entreprise, les managers ou les membres du CSE, veulent agir. Je vois beaucoup de bonne volonté, mais ils ne savent pas comment agir, par quel bout commencer, qui interroger, quel cadre donner pour sécuriser juridiquement. Parce qu'il y a cette crainte de trop en faire ou pas assez ou mal. La peur des conséquences aussi, j'entends beaucoup parler des représailles éventuelles. Donc voilà, Mhm. pourquoi on fait appel à des enquêteurs, extérieurs. Ok, merci beaucoup. Euh, le harcèlement, c'est un sujet de société aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce qui fait qu'on peut peut-être avoir un décalage entre une population plutôt proche de la retraite, qui a connu le monde avant que le harcèlement soit codifié dans le Code du travail et plein de situations inacceptables, mais qui étaient vues comme normales, et le monde aujourd'hui où parfois on a même tendance à qualifier de harcèlement des situations qui n'en sont pas. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation et comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre ces deux choses qui ne sont pas bien? De faire trop ou trop peu, c'est pas les bonnes solutions. Voilà. Et comme tu l'indiques, c'est aussi une question d'interprétation, des faits puisque, le but et on le verra probablement pendant le podcast, c'est vraiment de revenir aux faits. Les ressentis sont importants, mais il faut savoir les qualifier factuellement, les contextualiser. Pour revenir à ta question, oui, on en parle de plus en plus, notamment depuis hashtag balance ton porc et hashtag #MeToo, où là effectivement ça a pris une ampleur importante puisque, de la sphère, j'allais dire, publique et pénale, on est arrivé aussi en entreprise. Pour autant, le harcèlement existe depuis, j'allais dire malheureusement la nuit des temps. On en parlait moins, mais ça existait déjà. Lorsque tu parles de génération, oui, il existe aussi des faits qui ont été tolérés, minimisés, voire banalisés et que maintenant on n'accepte plus. Parce qu'on en parle beaucoup plus et la parole s'est déliée. C'est vraiment ce que j'appelle le bruit assourdissant du silence, qui, dorénavant, est cassé et rompu et tant mieux, parce qu'il faut parler effectivement. Maintenant, oui, il y a des situations où elles sont qualifiées, de harcèlement à tort. Parce que les personnes, lorsqu'elles le ressentent comme tel, heu, vont bien sûr, comment dire? Vouloir que ce soit, que la situation soit, rompue et qu'on puisse, traiter les choses, juridiquement, qu'on fasse cesser, le trouble. Mais pour autant, lorsque l'enquête a lieu, parfois il s'avère que c'est simplement une perception, très personnelle, de la personne, que ce soit, extrapolé parfois aussi, ou alors qu'on soit simplement sur un dysfonctionnement avec, des missions et des rôles qui ne soient pas définis et donc c'est le fait de tout cadrer. Donc savoir est-ce qu'on est en situation de harcèlement, on ne peut pas l'anticiper tant que l'enquête n'est pas faite.
Néanmoins, l'enquête n'est qu'un outil parmi d'autres, hein. Le code du travail n'indique pas que l'enquête est forcément obligatoire. C'est un des outils parmi ceux qui sont mis à la disposition de la direction et du CSE pour faire cesser le trouble. J'ai une théorie, et j'aimerais bien t'en parler, que tu me dises ce que t'en penses, qui pourrait peut-être expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est peut-être plus d'actualité que avant. Le monde du travail, il a évolué en France. Notamment, on peut remarquer une tertiarisation du monde du Mmh. travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'industrie, beaucoup moins de production, beaucoup moins de mines, enfin, toutes ces choses avant qui étaient extrêmement aussi accidentogènes et peut-être sur des risques qui étaient beaucoup plus visuels. Et je me demande si peut-être qu'avant, on avait tendance un peu à sous-évaluer la gravité de tout ce qui est en lien avec le harcèlement, parce que à côté, on avait un gars qui avait perdu un bras parce que la machine l'avait happé. Et je me demande si, comme aujourd'hui, on a traité tous ces problèmes, notamment en industrialisant dans d'autres pays pour plus avoir besoin de faire ces métiers Mmh. à risque, mais ça c'est un autre débat, bah, on se retrouve avec beaucoup de travailleurs de bureau sans avoir ces accidents impressionnants. Et du coup, bah, ces situations qui étaient peut-être moins importantes en volume ou en gravité, bah, aujourd'hui c'est concentré parce que bah, tout le monde est plus ou moins concerné, parce qu'on travaille quasiment tous dans un bureau, et bah, plus de pourcentage de possibilités d'apparition, donc du coup plus d'occurrences, et derrière bah, c'est aussi peut-être pour ça que ça émerge un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de ma théorie? Alors complètement, complètement effectivement, le monde a changé. On demande beaucoup aussi alors j'allais dire aux dirigeants d'entreprise, mais également aux managers, y compris aux élus du CSE, qui peuvent se retrouver avec, à écouter certains salariés, heu, en souffrance, hein, malgré tout, puisque, leur ressenti, il ne faut pas le nier. Le traiter avec, aussi, ce côté, responsabilisation. Mais on en demande beaucoup. J'en parlais encore avec, un client ce matin où, on demande à un dirigeant d'entreprise d'être garant du bien-être des salariés. Le bien-être des salariés, ça passe aussi par, l'action des Mhm. salariés eux-mêmes. Voilà, chacun est acteur. Maintenant, là où je te rejoins, c'est effectivement, il y a aussi cette pression qui n'existait pas dans la période que tu indiquais, où il y avait beaucoup plus d'industrialisation ou de professions manuelles. C'est que ça passe aussi par une pression euh, quasiment invisible et pernicieuse. Ça va être les mails, ça va être aussi la pression dans les bureaux, ça va être les regards. C'est vrai que lorsqu'on était au travail dans le monde industriel, les regards, on les voyait à peine lorsqu'on avait la charlotte sur la tête, le masque ou une tenue complète d'uniforme. Lorsqu'on avait la tête sous la machine avec les clés à molette ou le marteau, tout ça, on ne le voyait pas. Maintenant, on va être sensibilisé au regard, à la manière de parler, l'intonation, les smileys dans les mails. Tout ça, il faut faire très attention parce qu'on est sujet à interprétation. Oui. En fin de compte, nos avis ne sont jamais neutres en soi ou ne sont jamais objectifs puisqu'on les vit avec notre subjectivité, notre éducation, notre vécu, notre sentiment du jour en fait aussi. Donc là-dessus, alors c'est aussi là, lorsque je fais des auditions, l'avantage d'une de mes missions, c'est que je suis aussi profileuse de métier et criminologue. Et donc je vais aussi, mine de rien, donner beaucoup d'attention à la personne que j'auditionne sur son non-verbal pour savoir dans quel état d'esprit elle peut se trouver, mais c'est aussi orienter les questions parce que parfois je commence par une question, je vais avoir une réponse, mais la question, je vais la passer d'une autre manière ultérieurement et je vais avoir une autre réponse. Et il y a une expression qui dit, hein, le diable se cache dans les détails. Mais oui, effectivement, les détails comptent aussi. Donc je m'attache beaucoup à ça. Mais donc je reviens aussi au point que tu soulevais. Oui, c'est différent. On a sujet vraiment à l'hypersensibilité aussi, l'effet de groupe, et puis le regard social qu'on peut avoir. Mhm. Et puis c'est tellement médiatisé, effectivement. C'est aussi un point sur lequel on le voit, et les membres du CSE que je peux former me disent souvent ça. Mais beaucoup de salariés se disent être harcelés. Nous, on a du mal parce que c'est pas clair, c'est très flou. Mais dès lors qu'il y a du flou, c'est qu'il faut agir. Donc c'est très bien le fait qu'ils prennent ces mesures-là. Mais tout n'est pas harcèlement. Dire à un salarié ou à un collègue de travail, bah, écoute, ton travail n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait de toi et des compétences qu'on te connaît,
c'est pas du harcèlement. C'est, même, j'allais dire une obligation de le lui dire pour qu'il Mmh. s'améliore. Après, il y a l'art et la manière de le dire. Je je reviens sur un truc que tu disais, tu parlais de l'importance des détails. Je vais te partager, une expérience personnelle, mais peut-être que d'autres personnes se retrouveront. Heu, j'ai remarqué que ma génération, donc les jeunes trentenaires, quand on reçoit un message, genre un OK ou un OK point, on ne l'interprète pas du tout de la même façon. Et moi, c'est terrible, hein, mais j'ai une forme d'anxiété où je reçois un message de quelqu'un, le message se termine par un point. Genre, je parle de SMS, messagerie instantanée, des trucs où il y a plein de petites phrases, hein. Je parle pas d'un mail ou des choses plutôt formelles, mais et dans ma tête, je me dis: «Attends, j'ai fait un truc, j'ai raté un truc, j'ai fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ce point?» Et c'est extrêmement rigolo parce que quand tu parles à quelqu'un qui est dans une autre génération, donc soit ceux à qui on a appris de faire des belles phrases et de terminer leurs phrases par les points, ou alors les plus jeunes qui, eux, n'ont pas connu les SMS où il fallait payer les caractères et du coup tu te débrouillais pour que ça fasse pile poil 150 caractères pour laisser ton message. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce genre de détail qui va être propice à interprétation. Et paradoxalement, si moi je mets un OK point, ou un OK trois petits points, ou un OK tout court, c'est pas du tout la même chose dans le message que j'envoie. Alors je pense que c'est pas une question de génération, c'est une question de mode de fonctionnement et de besoin. Donc chacun a son profil. Alors, il y a différentes manières, hein, on parle de profil maintenant un peu partout. Il y a du disque, MBTI, Processcom. Alors moi, je travaille avec un produit qui est français parce que je trouve qu'il est très adapté aussi à notre culture, ça s'appelle l'OPR, qui permet de déterminer aussi, le mode de communication et de fonctionnement des personnes en fonction de ses appétences. C'est là où je dis que c'est pas une question forcément de génération, mais bah, je vais te donner aussi un exemple. Certaines personnes vont être sensibles au fait dans un mail, par exemple, qui va commencer par «trouve ci-joint». Le «trouve ci-joint», c'est une forme impérative et donc c'est donner un ordre. Mhm. Certaines personnes, ça va bloquer en disant, «De quel droit cette personne-là me donne un ordre, et vient de manière intrusive dans mon planning ou dans mon agenda, dire que je dois trouver ci-joint et que je dois, réaliser cette tâche». Il serait préférable pour ces personnes de rédiger de la manière suivante: «Veuillez trouver ci-joint». On est sur du détail, on est Ouais. sur de la formulation et pour autant l'impact chez l'autre a beaucoup d'importance. Donc, c'est pas tant une question de génération qu'une manière de fonctionner, de communication, en fait. Mhm. Et la majorité, et je reviens sur le sujet du harcèlement, une grande majorité des enquêtes internes que je réalise, tout compte fait, n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, c'est triste de le dire comme ça, parce qu'à l'origine, c'était un problème de communication, de non-dit très souvent, de malentendus, qui s'est fait un continuum qui a gangréné jusqu'à une situation de tension qui est devenue soit un conflit, soit du harcèlement. Donc Et tout. d'ailleurs, il y a un amalgame d'ailleurs entre conflit et harcèlement. Le conflit, ça sous-entend qu'il y a un désaccord entre deux personnes à minima et qu'elles savent et qu'elles connaissent ce désaccord. Mais généralement, il est visible. J'allais dire, c'est bon signe. Un conflit n'est jamais mauvais en soi, dès lors qu'il est réglé. Et on peut le régler par de la médiation, notamment, ou une mise en communication. C'est encore possible. On peut encore régler le problème. Le harcèlement, c'est différent. Le harcèlement, c'est l'emprise d'une personne sur une autre. Ça, c'est quand on parle de manière individuelle. Mais ça peut être aussi un système. D'ailleurs, avec la jurisprudence Orange, il y a eu donc cette jurisprudence de harcèlement institutionnel qui fait que c'est c'est systémique en fait. C'est toute une organisation qui fait que c'est une situation de harcèlement vis-à-vis des salariés. Donc voilà, il y a des distinctions aussi et des amalgames qui sont faits et sur lesquels il est important de qualifier. D'où le fait aussi de pouvoir externaliser pour avoir ce regard extérieur, neutre et impartial, expert, parce qu'il faut pouvoir le qualifier. Je rappelle quand même que lorsqu'on parle de harcèlement, ce sont des termes relevant du droit pénal. On parle d'enquête, également un terme de droit pénal. On parle d'audition, ce sont également des termes de droit pénal. Alors pourquoi ce côté anxiogène? Je pense que quelque part c'est un peu voulu pour donner de l'importance à la situation. On parle de mis en cause, de présumé victime, de prétendu harceleur. C'est lourd, hein.
C'est très, Mmh. très lourd et ça met une charge mentale également pour les personnes qui, dans l'entreprise, sont désignées pour, réaliser les enquêtes internes. Oui, c'est peut-être même pour ça que parfois il y a un frein, intellectuel en disant: «Non, j'ai pas envie de me lancer dans ça, c'est trop compliqué». Je voulais revenir Absolument. sur, un truc que tu as dit qui est très intéressant. Heu, En gros, avant que ça dégénère en harcèlement, souvent il y a un espèce de petit conflit. Oui. Mais juste avant, tu parlais aussi du rôle de certaines personnes en tant que collègue ou en tant que manager, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui est pas normal, d'intervenir et de le dire. Est-ce qu'on pourrait pas simplifier un peu en disant que quand on se retrouve à gérer des situations de harcèlement, c'est parce qu'on a eu la faiblesse de laisser pourrir un conflit et qui a dégénéré? Alors, il n'y a pas forcément conflit, parce que quand on dit conflit, ça veut dire qu'il y a un désaccord. Parfois, il y a pas de Mmh. désaccord du tout, ça peut être très pernicieux. Il y a plusieurs situations comme ça où effectivement on dit même il y a pas du harcèlement alors qu'il y en avait parce que c'était, des faits, qui pris individuellement, rien de grave. Vraiment rien de grave. Mais c'est pris ensemble. D'ailleurs, il existe aussi cette jurisprudence dense, très dense, de qualification de harcèlement d'ambiance ou en pénal de qualification de harcèlement de meute. C'est pris isolément, par exemple, plusieurs personnes qui s'en prennent à une même personne. Chacune d'elles, pris isolément, vont peut-être taquiner la collègue, mais pris isolément, c'est pas bien grave, on va dire c'est pas méchant, on la connaît, elle agit toujours comme ça, elle a toujours été comme ça, c'est pas maintenant qu'on va la changer. Mais quand on prend vraiment dans son ensemble, le fait que ce soit répété, pernicieux et surtout qu'il y ait une altération des conditions de travail ou de la santé de l'autre personne ou un risque qu'il y ait des conséquences sur sa santé physique et psychologique, eh bien, il y a harcèlement et donc il faut agir. Donc il y a pas forcément conflit, mais là où je retiens ce que tu dis quand même, c'est qu'en général, à l'origine, il y a un non-dit ou un malentendu et ça prend une ampleur, extrême. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est que souvent, les acteurs vont minimiser ou banaliser les faits. Prends un exemple, un restaurant où, alors il s'avère que c'est soit assez commun, qu'il y ait comme un petit conflit, entre la cuisine et la salle. On le dit souvent et dans le métier, soi-disant, c'est normal qu'en cuisine, ce soit plus tendu, qu'il y ait des mots qui dépassent les pensées, qu'il y ait même, des faits banalisés tels que, se pousser ou avoir de l'agression verbale, vulgaire ou non, hein, voilà, qu'il y ait des injures. Non, c'est pas normal. C'est plus normal. C'est-à-dire qu'on l'a toléré il y a un moment parce qu'on minimisait ou on banalisait, mais c'est plus possible. Et C'est peut-être plus possible. qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont autant de mal à recruter et à trouver aussi des gens pour travailler parce que, il y a une toxicité d'ambiance qui est, C'est ça. peut-être, acceptée par les gens qui sont là depuis des années, mais qui est juste inacceptable pour des gens qui découvrent, cet univers. Alors qui est toléré ou j'allais dire la politique de l'autruche aussi, hein, parfois, c'est que, c'est comme dans les écoles, je faisais une conférence il y a pas très longtemps sur, harcèlement à l'école et harcèlement en entreprise. Le mécanisme, il est exactement le même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, que ce soit en entreprise ou dans les écoles, on avait tendance à dire que la personne qui réalisait un signalement ou qui faisait une alerte, bien on la recevait en disant: «Bon écoute, la personne que tu désignes en tout cas, c'est quelqu'un, j'allais dire, de performant, de bon salarié ou de bon élève ou voilà, donc tout ce genre de connotations et puis on lui disait: «Bah, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'on s'arrange, pour une rupture de contrat?» Et donc on arrivait à une situation où on demandait à la prétendue victime de sortir de l'entreprise, mais on ne réglait pas le problème. Donc il y a eu aussi ça qui participe encore des problèmes de recrutement. C'est-à-dire que parfois lorsque, des entrepreneurs viennent me voir, ou des dirigeants d'entreprise ou des DRH qui me disent: «Oui, bah, on ferait bien appel à vous, mais le problème c'est, on a peur de notre réputation». J'ai inversé la vapeur et c'est pour ça qu'il y a pas mal de aussi de CSE aussi maintenant
qui ont compris qu'ils peuvent être aussi force de proposition et solliciter une enquête interne externalisée. Donc, je reçois de plus en plus de membres élus qui viennent me solliciter en disant, au contraire, dans une entreprise, il y a un signalement qui est fait. On externalise justement pour garantir cette impartialité. Donc, c'est déjà un point très positif, j'allais dire un courage managérial également. Et puis, en fonction de la réponse, on va dire, vous voyez, chez nous, on écoute les salariés. Parce que lorsqu'on a un signalement, on le prend avec beaucoup de sérieux. Une enquête a eu lieu et en fonction du rapport qui a été rendu et des conclusions et des recommandations, eh bien, des mesures sont prises. Eh bien, pour avoir fait pas mal d'expérience depuis quelques années, en termes de recrutement, un salarié qui doit choisir entre deux entreprises où il y a un omerta complet et pourtant il y a du turnover, et une autre où au contraire la parole est libre, eh bien probablement qu'ils iront dans l'entreprise qui assure aussi leur sécurité physique et psychologique. Donc ça participe aussi de la RSE et de Merci la marque beaucoup. employeur. Je voulais rebondir un peu sur différents points que tu avais dit. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour dire que ceux qui ne disent rien, la politique de l'autruche, c'est indirectement être complice du harcèlement? Alors malheureusement, ne rien faire est pire que de faire quelque chose même mal. Hmm. Donc oui, on en vient quelque part à une complicité. Il y a beaucoup de jurisprudence aussi qui ont noté des mises en responsabilité de DRH qui avaient connaissance d'une situation et qui n'ont rien fait. Parce que parfois, ils vont se dire: «Oui, mais la personne n'avait pas l'intention de la faire. C'était pas, une volonté de nuire». Peu importe. Je veux dire, on n'est pas en droit pénal, véritablement lorsqu'on fait une enquête interne dans une entreprise. Le droit pénal va chercher l'intention de l'auteur. En droit du travail, ce n'est pas tant l'intention. D'ailleurs, une grande majorité des cas, alors ça va peut-être surprendre les auditeurs, mais il n'y a pas conscience de mal faire, il n'y a pas conscience ou intention de nuire. Pour autant, ce qu'on va regarder et rechercher, ça va être quel est l'impact effectif ou possible sur les autres salariés, sur leur santé physique et psychologique. D'où le fait qu'on prenne en compte aussi le ressenti des personnes. Que j'ai tendance à dire, un salarié qui est en arrêt de travail, c'est pas anodin. Donc, il faut le prendre en compte. Ben, Un salarié qui dit je me sens harcelé ou je sens une pression sur moi, parce qu'on n'est pas obligé de parler de harcèlement. Le salarié va peut-être pas utiliser ce mot d'ailleurs. Ou alors, si, quand il l'utilise, c'est pas du harcèlement, mais on peut avoir des situations où on n'a pas qualifié de harcèlement et ça l'est. Mhm. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Donc, c'est Et- très important. Donc, oui, il peut y avoir complicité par inaction. je suis assez content de la fin de ta phrase parce qu'en fait, tu me fais un lien assez logique avec ce que j'allais te demander. Tu parlais du salarié qui est en arrêt, du salarié qui est malade, du turnover, tout ça. Et je discutais, je sais plus avec qui, donc si il écoute le podcast et que j'ai oublié, rappelle-le-moi dans les commentaires, ça sera cool. Mais en gros, on discutait des coûts cachés liés à ces top performeurs toxiques. Parce que parfois, peut-être qu'ils vont faire rentrer plein de sous, mais en fait, peut-être qu'ils vont faire coûter autant, voire même plus que ce qu'ils rapportent. Et je Complètement. pense que les entreprises ont besoin d'avoir ces valeurs chiffrées pour se dire, OK, il nous fait rentrer 25% de notre chiffre d'affaires, mais en fait, il nous fait rentrer 30% de nos coûts. Et du coup, les calculs sont pas bons. Absolument. Absolument. Il y a un coût exorbitant. Exorbitant parce que on parlait du courage managérial, mais j'aime pas trop attacher au management parce qu'il y a des managers qui se font harceler aussi. Hmm. On a des dirigeants qui se font harceler aussi. Donc, bon, ce terme-là, il est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais ce qui est important et ce que tu soulèves, c'est le coût caché qui devient très vite visible, tout compte fait. Mais je commence souvent les questions aussi par lorsqu'un dirigeant me dit ouais non mais c'est un bon salarié. C'est quoi un bon salarié? Est-ce que c'est celui qui est simplement performant parce qu'il ramène de l'argent? Ou est-ce que celui qui sait fédérer ses équipes, les faire monter en compétences? Voilà, il faut aussi savoir définir les termes. J'ai une phrase Mais que là j'aime où bien sur le sujet. C'est plutôt orienté prévention, mais je dis souvent, c'est quoi le travail bien fait? Et en fait, un bon salarié, c'est quelqu'un qui travaille sans se blesser ou sans blesser les autres.
qui est une application évidente dans le cas du harcèlement, et qui fait de la qualité, donc qui fait ce qu'on lui demande. Donc là, il y a peut-être la partie financière, la qualité qui est là, mais sur l'autre partie, sans se blesser ou sans blesser les autres, peut-être que là, il y a un gros défaut, et si la balance ne s'équilibre pas, on ne peut pas dire qu'on est bon, puisqu'on Complètement. est mauvais sur une des deux Et ailes, quoi. parce que tu parlais d'un salarié qui est performant parce qu'il ramène les objectifs financiers à l'entreprise, mais il aurait pu être beaucoup plus performant s'il avait une équipe derrière lui. Donc c'est un faux problème. C'est effectivement, il va y avoir le coût du turnover, donc les arrêts longue maladie. Faut pas oublier aussi que si jamais il y a un signalement, puisqu'on est dans le cadre ici des enquêtes, un signalement qui est réalisé, un salarié qui est en arrêt de travail, qui très probablement ou très souvent, malheureusement, ça finit par une inaptitude. S'il a demandé une reconnaissance en maladie professionnelle et qu'il obtient, il va y avoir un licenciement avec le doublement de l'indemnité, sans compter le temps de l'arrêt de travail en inaptitude, avec, on le sait maintenant, la jurisprudence sur les congés payés également. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont se cumuler, le maintien de salaire, à prévoir par l'entreprise. Donc ce fameux licenciement pour inaptitude, à défaut de pouvoir reclasser, parce qu'en général, on va avoir la petite case cochée par la médecine du travail, du fait de cette reconnaissance en maladie professionnelle, le doublement de l'indemnité. Et puis on va avoir à terme, alors je le dis parce que j'ai un cas, j'avais fait un post à ce sujet-là, un employeur qui avait reçu un signalement, et il me dit non, mais en fin de compte, faire l'enquête, il y a quand même un coût de la prestation, on va laisser, puis avec le temps, ça va passer. Voilà. Donc licencié, ils ont licencié pour motif licenciement professionnel le salarié qui était en arrêt, qui Donc était la le signalant, pseudo-victime. la prétendue victime. Tout compte fait, ils se rendent compte quand même qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas parce que les langues se délient progressivement et que la personne qui était mise en cause, ça ne va pas du tout. Donc, ils le licencient pour faute grave. Qu'est-ce qui se passe à l'issue? Eh bien, le salarié licencié pour faute grave donc assigne son ex-employeur au prud'homme parce qu'il dit mais à aucun moment on ne m'a dit que je faisais mal les choses. Au contraire, mes entretiens annuels, je suis coché bon partout. J'ai même des primes qui me sont versées régulièrement, des promotions en termes de grade. Voilà. Donc la faute grave n'était pas suffisamment qualifiée. Il obtient gain de cause et donc une décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités derrière. Qu'est-ce que fait le salarié qui avait été déclaré en inaptitude, sachant que ce mise en cause qu'il avait désigné avait été licencié, eh bien, va également au prud'homme pour tenter de faire reconnaître la situation qu'il avait subie de harcèlement. Donc, il était encore dans le timing, ce n'était pas prescrit. En termes termes financiers pour l'entreprise, outre les licenciements qu'ils avaient effectués, ils avaient dorénavant les indemnités prud'homales à verser, leur avocat a payé. Bon, je la fais simple, ils ont dû faire un prêt auprès de leur banque de 200 000 euros. On était bien loin du coût de la prestation Alors dans cet rassure-nous, c'est pas 200 000 euros de faire une enquête avec toi. Non, du coup, je suis à 199 000 euros. Non. Ils auraient pu gagner 1000 euros. Quand même, hein, c'est pas négligeable. Hein. Ça Mais dépend bon, combien de temps dure l'enquête. Après, j'imagine que exactement. si tu Et fais puis, une on enquête parle sur plusieurs années, tu dois arriver à ces montants-là aussi. une enquête sur plusieurs années, ce serait extrêmement dangereux. On parle d'humain. On Mhm. parle d'humain. J'ai pu faire une autre interview sur ce sujet d'ailleurs, surtout quand on parle d'agression sexuelle, notamment. On le sait, il faut le manier avec beaucoup de précaution. On ne parle pas simplement d'un signalant et d'un mis en cause ou d'une prétendue victime et d'un prétendu harceleur. Je ne parle pas de présumé, hein, C'est attention. 2 mois le délai dans lequel l'employeur est censé agir après avoir eu connaissance Alors, sans passer le par justement un tribunal? Alors non, en fin de compte, les enquêtes, c'était les lois Sapin, hein, Mhm. les 1 et 2, qui préconisaient déjà lorsqu'on reçoit un signalement, de répondre sur les suites données par l'entreprise. Peut-être que la procédure n'est pas mise en place encore, mais on répond dans les 7 jours. Sauf que pour la partie vraiment enquête interne, donc au niveau enquête sociale, le défenseur des droits préconise d'agir dans les 2 mois. Sauf que je dis personnellement, j'estime que 2 mois, c'est long.
Mhm. Pourquoi? C'est parce qu'attention à la prescription des 2 mois, s'il y a faute. Dès lors qu'il y a faute, il y a une prescription de 2 mois pour agir. Donc il faut agir le plus rapidement possible parce que plus on agira vite, plus déjà l'enquête pourra aussi être mise en place et arriver à terme beaucoup plus vite. Et puis je rappelle et je martèle à chaque fois, on parle d'humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir des perceptions d'une personne légitimement, hein, voilà. Sauf que la personne mise en cause, on dit souvent, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Elle le prend personnellement alors qu'elle est peut-être innocente en plus de toutes Mhm. ces qualifications-là. Mais on ne parle pas que de 2 personnes. On parle aussi d'une équipe entière d'ateliers ou de services dans l'entreprise. On parle de la direction, mais on parle aussi du conjoint, on parle des enfants, on parle du cercle amical, familial. Il y a aussi des dommages collatéraux, hein. C'est pour ça qu'il faut aller très, très vite et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est une pression. Alors ça se peut, hein, dans les entreprises. D'ailleurs, je forme des enquêteurs en interne, hein, mais parfois, selon les situations, notamment sur les cadres de harcèlement sexuel, il est judicieux de l'externaliser, ne serait-ce que poser des questions. Je vois, moi, mes prescripteurs, généralement, ce sont des avocats ou des cabinets d'expertise comptable. Les avocats eux-mêmes, parce qu'ils disent, mais en droit social, on n'est pas formé à poser des questions. On est formé pour défendre un client, Et, pas pour poser des questions. et ça m'amène une question peut-être un peu personnelle à te poser, mais Sarah, c'est quand même des sujets qui sont très lourds. Comment la petite fille qui un jour a dit tiens, je vais faire un métier plus tard, en est arrivée à faire des enquêtes pour le harcèlement, à être profileuse, enfin tout. C'est quoi ton parcours de vie Mon qui t'a parcours, hein. emmené à ça aujourd'hui? Ah oui, alors beaucoup parleraient j'allais dire, profil atypique. Alors non, c'est pas un profil atypique, enfin je le prends pas comme ça, mais il est peut être particulier et tout compte fait, lorsque je vais te le dire, tu vas comprendre le fil rouge. Donc je suis fille d'agriculteur, voilà, donc il y a eu un moment où je pensais même reprendre l'exploitation de mes parents en Bretagne. Mais voilà, comme j'étais, mon père me disait, bah vas-y, à l'école ça se passe bien. Il était lui-même très doué à l'école. Il dit, vas-y, poursuis les études d'agriculture en Bretagne. C'est pas sûr, pas forcément l'avenir pour les jeunes. Bon, donc j'ai suivi un cursus scientifique à l'origine, axé mathématiques et physique thermonucléaire. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai bifurqué en droit pénal et sciences criminelles. Alors la raison personnelle, c'est tout bête, c'est que j'avais plus petite, mon père avait aussi été dans Solidarité Paysan notamment, et notamment il avait un dossier sur lequel il était intervenu d'un agriculteur qui était en train de rotovatorer son champ. Alors je ne sais pas si le mot Je sais pas ce que rotovatorer, c'est, Rotovatore. alors on va dire charruer, Ok, ça parle un peu ça plus. me parle Bon, c'est mieux. pas le même dans un champ et il y avait des touristes qui ramassaient des murs, sauf qu'il ne les a pas vus et que malheureusement, l'agriculteur a happé la jambe donc de la dame qui ramassait des murs gentiment avec son mari. Sauf qu'elle était dans une propriété privée qui était le champ agricole et que pour autant, le condamné a été l'agriculteur lui-même. Et avec mon regard d'enfant, je me suis dit, mince, c'est pas juste. Parce que qu'est-ce qu'il faisait là? C'est eux qui ont aussi manqué de vigilance. Lui, il faisait son travail et c'est lui à qui on a tapé sur les doigts et qui est condamné. Bon, lui malheureusement, sa vie professionnelle, en tout cas, s'est arrêtée là, et pas que professionnelle, malheureusement, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il que moi, je me suis dit, bah écoutez, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Donc, je suis allée en droit pénal et sciences criminelles. Alors, droit pénal d'abord, et puis orientée très sciences criminelles et criminologie. Et puis, alors, j'ai été tout de suite très intéressée par quel est le mode de fonctionnement des personnes, quelle est leur logique qui n'est pas la mienne forcément, comment est-ce qu'ils réfléchissent en fait. Et donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser pardon, au profilage. Donc criminologie, profilage, donc j'ai fait de la médecine légale, de la balistique, l'entomologie. J'ai eu l'opportunité d'aller en prison alors je faisais ça à Strasbourg, hein, lors de la réforme pénitentiaire, donc d'interroger des personnes détenues euh, pour différentes raisons, hein, y compris criminelles. Alors criminelles avec mort d'une personne, parce que le crime n'est pas seulement la mort d'une personne, le crime ça peut être aussi du blanchiment d'argent, du terrorisme, en bande organisée, voilà.
Mais toujours est-il que c'était très intéressant et donc j'ai fait ma carrière plutôt dans le judiciaire. D'où le fait que, eh bien, je pouvais être amenée à, aider certaines polices aussi dans les enquêtes en leur, disant comment poser telle ou telle question à des personnes qu'ils avaient en face d'eux pour avoir, les réponses aux questions qu'ils devaient se poser et surtout, pouvoir avancer sur l'enquête. Heu, voilà, donc on pourrait faire, tout un podcast à ce On sujet pourrait faire si tout un parce que film à ce sujet même, voilà. j'imagine. C'est super intéressant. Alors, je ne suis pas toute seule, hein, on est plusieurs profileuses et profilers à agir malgré tout. Alors, c'est un terme que j'aime pas trop parce qu'on a tout de suite tendance à penser aux séries américaines, donc je ne le dis pas forcément. Mais comment, analyste comportementale, voilà, pour le dire en français. Et puis devenue maman, eh bien, je me suis orientée vers quelque chose de plus soft, on va dire. Et donc, ça a été le droit du travail. Et donc, du droit du travail, j'ai eu toute une carrière en direction de services juridiques, notamment des cabinets d'expertise comptable, où j'étais donc la référente juridique pour les différents clients. Et puis, de là, j'ai eu une carrière aussi de DRH dans un groupe d'expertise comptable, commissariat aux comptes. Et puis, j'ai voulu voir un domaine que je ne connaissais pas, c'était le monde industriel. Donc je suis rentrée aussi dans, un grand groupe agroalimentaire où j'étais la responsable juridique et puis voilà, mes enfants sont devenus plus grands, j'ai décidé de créer mon cabinet, justement donc spécialisé, dans les enquêtes internes où je reviens quand même à mes premiers amours qu'est le droit pénal, mais allié avec le droit du travail et puis surtout le profilage, puisque en fin de compte, tu l'as compris, mon fil rouge, c'est cette idée de comprendre le raisonnement des personnes, leur fonctionnement, qui n'est pas forcément le mien, mais en toute neutralité, pour voilà, comprendre et performer au niveau humain, parce que je suis persuadée que nous avons tous des talents, mais pour voir justement les révéler, il faut que l'environnement dans lequel nous exerçons puisse le permettre. Mais je pense qu'il y a un deuxième fil rouge aussi, c'est ta quête de combat contre l'injustice. Absolument. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les cas de harcèlement, parce que c'est souvent des gens qui sont dans une situation de faiblesse par rapport au harceleur, ou présumé harceleur, c'est l'enquête qui Oui. définira qui est quoi, mais qui derrière a un levier très puissant pour écraser cette personne, cette victime. Et on sent un peu cette volonté de vouloir trouver la vérité, trouver des faits et pouvoir rétablir ce qui est la réalité et pas juste les opinions ou les émotions des gens. Et je dois dire que dans certaines enquêtes, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi et c'est là aussi où ça aide énormément de pouvoir, alors avec par exemple, je pense à une enquête que j'ai faite, on peut avoir des personnes devant soi qui ont un statut, assez impressionnant, dans l'entreprise, qui ont une expérience, très importante et pour autant, ma carrière me permet quand même, je pense d'être légitime déjà à mon poste, et de ne pas me faire, j'allais dire, avoir. Parce que, là aussi le non-verbal apprend énormément. Donc dans les enquêtes internes, lorsque je suis en audition, avec l'accord de la personne, bien sûr, hein, au préalable, je demande si je peux l'enregistrer. Parce que je dois dresser le PV d'ailleurs derrière, mais ce qui me permet aussi de rester focus sur la personne et de regarder, alors les micro-démangeaisons, sa manière de se tenir, son vocable aussi, la manière dont il parle, dont il se tient. Ça apprend beaucoup sur les personnes. Hem et ce que je disais, c'est qu'avec l'expérience, on se fait moins avoir. C'est-à-dire que moi, une personne, ça m'est arrivé encore dans une enquête très, très récente, une femme donc se disait être harcelée, sexuellement, hein, par un collègue de travail. Donc elle vient dans le bureau de la RH. Cette RH appelle le dirigeant d'entreprise en disant: «Bon, ici, on est dans un cas, très compliqué, très complexe, mais surtout très délicat». Puisque donc la femme était en pleurs. C'était assez impressionnant, me dit la DRH, à voir. Donc enquête interne quand même pour réaliser les faits. Moi, je l'ai reçue, cette personne, hein, face à moi, et effectivement, c'est très triste, hein, cette femme pleurait. Mm. Ben, grand bien lui fasse, en fait. Parce que tout ce qu'elle me disait était tellement détaillé, précis, ça collait pas, en fait. Elle Ça se collait pas. contredisait dans ses éléments ou Oui, complètement. Il y avait, lorsque je reposais des questions, il y avait juste un petit détail, qui changeait. Ça peut être la personne qui était présente, qui aurait pu voir, ça peut être la chronologie des faits,
il y avait des choses comme ça qui n'allaient pas. Et donc en creusant, non. C'était une personne qui avait fait des avances à ce monsieur-là, qui avait refusé en disant: «Bon écoute, tu es très gentil, je t'apprécie en tant que collègue, mais moi je suis très heureux dans mon couple et avec mes enfants et il n'y aura pas suite, mais je ne souhaite pas que ça change entre nous, hein, c'est juste que voilà». Et elle n'a pas apprécié ce refus-là et donc elle l'a accusé. Donc, ce qui est Donc intéressant, c'est que là, on voit bien qu'une enquête, la pseudo, le pseudo-harceleur a été totalement blanchi grâce à l'enquête. oui, d'où Et qu'il ne l'importance faut pas d'aller avoir peur de faire des enquêtes, parce que les enquêtes permettent de montrer la réalité et pas de laisser pourrir une situation avec des rumeurs et des choses qui seraient encore pires à gérer plus tard. absolument. Et j'allais dire que c'est la seule finalité, pardon, de l'enquête interne, c'est de faire la vérité. Hmm. Faire lumière sur la vérité et que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Je suis là pour faire la vérité, relever la vérité. D'ailleurs, la décision, elle appartient à l'entreprise à la fin. Je ne suis pas là pour plaider pour l'un ou pour l'autre. Je suis neutre. De toute façon, les faits D'ailleurs, ne sont pas orientés, sinon c'est plus des non. faits. Le problème déjà lorsqu'on arrive dans une entreprise, c'est lorsque justement les choses paraissent trop claires et limite déjà faites avant qu'on arrive, en disant on a vraiment un problème avec telle personne, elle harcèle les autres. Quand c'est trop clair, justement, c'est là où je vais, moi, approfondir. C'est beaucoup trop clair pour que ce soit vrai. Mhm. Justement, c'est de ce principe-là, il faut partir en toute neutralité. C'est qu'est-ce que vous avez vu, entendu, ou dont vous avez été témoin oculaire, auditif ou autre. Parce que souvent, quand on creuse, on arrive sur on m'a dit que. Ah ouais, mais non, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. Et ça peut être tellement risqué, tu le soulevais, d'accuser des personnes à tort. Lorsque je forme justement, enfin des personnes, que ce soit des membres du CSE, référents harcèlement, ou des RH ou des personnes comme ça, attention, précision, le référent harcèlement en entreprise, ce n'est pas lui qui fait l'enquête, hein. Lui, il recueille, il oriente. Éventuellement, il donne des premiers conseils, mais il ne réalise pas l'enquête. Le référent n'est pas là pour ça. Au mieux, on crée une commission d'enquête. Bref, Quand tu dis pour il ne revenir. fait pas il ne fait pas seul l'enquête, il peut faire Non, partie de cette commission, absolument, mais ce comme n'est pas son n'importe quel rôle. autre membre du CSE. Tout à fait. Tout à fait. Et lorsque je forme les personnes, souvent, je prends l'exemple de l'affaire Outreau. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, surtout aux plus jeunes. L'affaire Outreau est cette affaire de pédophilie où le juge d'instruction, jeune, pas très expérimenté, a commis de grosses erreurs. Sauf que ça a fait un fiasco total et ça a été catastrophique, j'allais dire, sur un plan humain. C'est pour ça que je me dis que former des enquêteurs, c'est très bien, c'est OK de donner un socle de base, mais il n'empêche que c'est aussi la personne elle-même. Est-ce que la personne, elle est capable de mettre son avis entre parenthèses, de rester neutre, objectif, de savoir poser des questions. C'est pour ça que même des avocats, je forme à poser des questions au bon moment, avec le bon mot, de la bonne manière, avec la bonne posture. Ça m'arrive, alors on le voit peut-être dans des films, enfin je ne sais pas, c'est de créer un lien déjà de confiance, parce que je ne suis pas là pour juger, je rappelle, hein. Je ne suis pas là pour plaider pour l'une ou l'autre des parties, je ne suis pas là non plus pour juger, mais il peut m'arriver pour créer un lien de confiance en fonction de ce que je ressens, du mode de fonctionnement et de besoin en termes de communication de la personne que j'ai en face de moi, de poser des questions totalement anodines, créer ce lien-là, et puis tout d'un coup rentrer par un questionnement qui va être ciblé sur justement l'enquête qui nous concerne. La personne n'aura pas forcément senti venir. Et tant mieux, comme ça c'est beaucoup plus fluide, authentique. C'est ce que je recherche. Ok. Eh ben, écoute, c'est balèze. C'est... Mais il y a beaucoup d'enquêtes, hein, mine de rien, où on arrive avec une idée préconçue et au final, le prétendu harceleur est en fin de compte la victime dans l'affaire. Et du coup, imaginons, dans nos auditeurs, là, il y a des CSE qui peut-être ont lancé une alerte, qui peut-être se posent des questions. Comment est-ce que je fais pour faire l'enquête? Quels seraient je sais pas, peut-être 5, 6, enfin, quelques conseils pratiques que tu pourrais leur donner pour justement organiser cette enquête de la meilleure façon possible? Déjà, c'est formaliser un maximum de choses et revenir aux faits.
poser les bonnes questions aux personnes qui sont concernées. Lors des enquêtes internes, moi, ça m'arrive de poser des questions à des personnes qui ne sont plus ou ne sont pas dans l'entreprise. Pourtant, avec toute discrétion et confidentialité. Donc là aussi, il y a une méthodologie, un cadre à respecter, hein. Donc, c'est aussi contextualiser. C'est surtout ne pas avoir de préjugés. C'est pour ça que l'affect, attention à l'affect, même inconscient. On parle de collègues de travail, là. Donc, ça peut être compliqué. Pour autant, dès lors qu'il y a un flou, il faut agir. Dès lors qu'il y a un doute, dès lors qu'on commence à avoir un doute, alors c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut agir. Il faut agir, mais pas seul. Il faut accompagner, ne le fasse pas tout seul. Si la direction ne veut pas bouger, eh bien, c'est passer par un formalisme écrit, hein, parce que malheureusement, l'oral, on sait bien que les mots se perdent, mais l'écrire, hein, il faut, voilà, ne pas rester seul, se faire épauler s'il le faut, accompagner d'experts, revenir aux faits et uniquement les faits. C'est très rigolo parce que tu as un peu bouclé avec la fin ce que tu as dit au début. Puisque le premier truc, c'était formaliser les faits, et la fin, tu as dit se faire accompagner par des experts pour revenir aux faits, uniquement aux faits. Oui. Ben, je vais reprendre les... J'ai noté 8 points du coup dans ce que tu m'as dit. Donc, tu m'as dit formaliser les faits, poser des questions, même à ceux parfois qui sont sortis de l'entreprise, bien cadrer la confidentialité sur le sujet, contextualiser les événements, sortir des préjugés et de l'affect qu'on peut avoir sur les personnes. S'il y a un doute, on agit. On n'agit jamais seul. Si la direction ne nous suit pas, on va formaliser par écrit nos demandes. Et enfin, se faire accompagner justement par des experts sur ce sujet pour récupérer des éléments factuels. Complètement. Il ne faut pas oublier que les CSE ont la fonction, une attribution en droit d'alerte. Parce qu'il y a un amalgame qui est fait avec, justement, je parlais du harcèlement moral, discriminatoire sexuel. Autant le harcèlement sexuel a une connotation de harcèlement moral, autant le harcèlement moral n'est pas forcément sexuel. On a bien un référent harcèlement contre les agissements sexistes et d'ordre des comportements sexuels dans l'entreprise. Donc, on désigne un élu, mais l'attribution du harcèlement moral, c'est pour tout le CSE, en fait, puisque c'est dans le cadre de son droit d'alerte RPS. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, même le référent harcèlement sexuel n'a pas la priorité sur ces thématiques-là. C'est peut-être la personne contact relais qu'on va utiliser, mais tous les élus sont mobilisables pour améliorer les conditions de travail, et pour proposer des choses, pour faire face au harcèlement au pluriel, sexuel ou moral. Complètement. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs enquêtes internes dont le mis en cause était le référent harcèlement dans le CSE. Et c'est très intéressant du coup qu'on parle de ça, parce que des fois j'ai créé des théories, mais j'aime bien les confronter avec d'autres spécialistes. Tu sais, quand il y a une alerte sur le harcèlement qui est faite par le CSE est forcément intégré à l'enquête. Lorsque c'est le CSE qui porte l'alerte, oui. Si l'alerte n'est pas portée par le CSE, donc peut-être par des RH ou un manager en direct, le CSE n'est pas systématiquement associé dans l'enquête. Et ma théorie de pourquoi il y a ça, c'est justement pour permettre que dans les cas de situation où un des membres du CSE est incriminable par ses actions, il puisse être écarté de l'enquête. Mais je ne sais pas s'il y a une base réglementaire qui explique ça, ou si c'est juste du bon sens de pouvoir faire ça. Alors, ce serait du bon sens si effectivement un des membres élus est dans le cadre est mis en cause. Après, comme je te disais, une des enquêtes là dernièrement où c'était un élu, même le référent harcèlement sexuel et propos sexistes qui était mis en cause dans le cadre justement d'un signalement pour harcèlement sexuel. En fin de compte, je ne sais pas si on a le temps, mais je trouve qu'elle est assez. L'anecdote est assez parlante d'elle-même. Vas-y, t'inquiète pas. Une femme démissionne de son poste dans une industrie agroalimentaire. Elle démissionne et pour autant, elle travaillait bien. Il n'y avait jamais eu d'éléments pouvant soupçonner qu'elle n'était pas bien. Donc,
pourquoi la démission? Donc la DRH lui demande, hein, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu démissionnes? Elle fait non, non, posez pas de questions, je démissionne, voilà, c'est personnel, ma décision est réfléchie. Oh, c'était une salariée quand même. Elle avait 52 ans, 5 enfants. On s'est dit, bah tiens, c'est pourtant pas un profil typique de démission en disant je retrouverai un boulot comme ça en claquant des doigts. Alors je ne veux pas en faire une généralité, mais en tout cas, on le voit de manière assez générale. Donc, mine de rien, la DRH revient vers elle en disant j'aimerais quand même que tu m'expliques pourquoi t'en es arrivé à la démission. Est-ce que tu as trouvé un autre poste autre part Et là, à force de creuser, elle dit bon, je vais le dire, mais donc c'était son manager, élu référent CSE, qui la harcelait sexuellement. Donc là, la DRH tombe des nues, puisque typiquement, ce manager était un bon salarié, parce que très performant, fédérateur avec ses équipes. Donc on me désigne quand même pour venir réaliser l'enquête interne, pendant que la personne en démissionnaire était en préavis. Donc, elle était toujours sur les lieux du travail. Donc, voilà, l'enquête se mène. Le mis en cause est entendu en général en dernier lieu. Donc, l'enquête interne se passe sans que les élus CSE soient mis au courant, effectivement, pour éviter les fuites. Donc, les personnes, je les entendais généralement, donc c'était un système de 3-8, je les entendais toujours à leur débauche pour éviter qu'il y ait des croisements et que le manager en question, mis en cause, puisse être au courant qu'il y avait des auditions en cours. Je l'auditionne quand même en fin d'enquête, en fin de cette période d'audition. Et lorsqu'il vient dans mon bureau, je commence à poser des questions, mais il ne savait pas pourquoi c'était lui, quoi. Donc, parce qu'au cours de l'enquête, j'apprends qu'en fin de compte, 2 autres personnes, dont une ancienne salariée, étaient également victimes de ces faits-là. Donc, et une autre était autiste. Voilà, donc personne vulnérable qui plus est. Donc, en fin de compte, c'était par des textos, des invitations. Voilà. Et en fin de compte, mes questions, il dit, bah non, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Donc, au début, je fais la naïve. Hein, je dis, bah non, vous comprenez pas. Je dis, puis c'est pas vous non plus. Non. Donc voilà, c'était un échange comme ça, où il me prenait certainement pour une imbécile d'ailleurs, à répondre de manière un peu neuneux. Et puis tout d'un coup, on le voit dans mon PV d'audition d'ailleurs, je commence à prendre une posture un peu plus ferme, hein, et en disant bah, écoutez, monsieur, là, vous comprenez qu'avec ça, les éléments que vous me dites, vous contredisez complètement. Et donc voilà. Donc, on va reprendre les questions. Parce qu'il se contredisait complètement quoi, sur certains points où il disait mais non, de toute manière, les notifications, elles partent tout seules. D'invitations sur TikTok et des choses comme ça. Bon, j'ai dit mais pourquoi vous faites ça sur votre téléphone personnel? Enfin, il y avait plein d'éléments. Toujours est-il qu'à un moment, quand même, il accepte de dire que c'était bien lui l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, mais il disait mais c'était pour rigoler. Je dis mais est-ce que autour de vous, les personnes rigolaient? Ah non, en fait. C'était d'une vulgarité, une grossièreté monumentale. Et puis à un moment, bon, il se prend les mains le visage dans les mains et puis il dit bon, je suis qu'un con. Voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Donc j'ai dit bon, ça après, c'est pas moi qui le décide. Donc il a été écarté. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le CSE a été mis au courant. Parce qu'après, effectivement, à mon sens, agression sexuelle ou harcèlement sexuel, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à minimiser, on ne cherche pas à justifier. Des mesures doivent être prises. Et là, en l'occurrence, ça a été une mesure donc, décidée par l'employeur de licenciement. Il faut savoir que dans le cadre d'un licenciement d'une personne protégée, il faut que ça passe par le CSE et par l'inspection du travail. Donc, il y a tout un cheminement. Par contre, tu confirmes bien que même si le CSE n'a pas été mis dès le début dans la boucle pour des raisons de confidentialité, dès que l'affaire a été structurée, on va dire, aboutie, et qu'il n'y avait plus de risque de fuite puisque l'accusé, le présumé coupable, a été entendu, à ce moment-là, le CSE a été averti de ce qui se passait. Absolument, parce qu'on touche là à tout ce qui est prévention des risques au travail. Donc le CSE a une attribution à ce sujet-là et doivent être mises dans la boucle. Je te pose la question, hein, c'est pas neutre, hein, mais j'imagine que parmi les auditeurs qu'on aura, il y a des personnes qui vont vivre ce genre de situation, qui ont vécu ce genre de situation, et parfois la transparence, peut-être tardive, est juste inexistante. Et je trouvais que c'était important qu'on formalise bien cet aspect-là qui, pour moi, est ultra important.
Oui, d'autant que je rappelle aussi une autre phase, alors ça, ce n'est pas de mon domaine de compétence, mais il y a le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit prévoir toute une partie sur les RPS. Le CSE, les élus du CSE sont partie prenante au formalisme et à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels et à sa mise à jour. Donc, il est important que la direction, à un moment, effectivement, soit transparent avec les CSE pour que, justement, eux aussi puissent être armés pour que ça ne se reproduise pas. Absolument. Je rappelle aussi que la formation à la sensibilisation des faits de harcèlement est obligatoire. Alors, tu parles de quelle formation exactement? Pour le référent Alors, harcèlement sexuel ou un truc plus générique? pas seulement, donc c'est un truc générique. C'est une formation qui est obligatoire sur la sensibilisation aux faits de harcèlement en entreprise et à la discrimination. Elle est Donc, c'est obligatoire. obligatoire pour tout le monde? Oui, c'est-à-dire que c'est aussi pour les élus CSE, bien sûr, hein, et généralement, ils ont ce module de formation dans les 5 jours de formation, mais c'est également une formation qui est donnée à l'ensemble des managers pour qu'ils puissent eux-mêmes faire redescendre l'information. Toutes les entreprises ne peuvent pas bloquer tous les salariés pour réaliser cette formation, même si c'est judicieux, à mon sens, que tout le monde l'ait, quel que soit le niveau dans l'entreprise, et cette formation à la sensibilisation. Hmm. S'il y a un risque d'ailleurs de harcèlement et qu'il y a un contrôle inspection du travail, une des premières questions qui va être posée, c'est le document unique d'évaluation des risques. Est-ce qu'il y a cette partie RPS? Est-ce que le Papri Pacte est mis en place? Et est-ce que la formation sensibilisation a été réalisée? Si elle n'a pas été réalisée, il y a malgré tout un manquement aux obligations de l'employeur. C'est intéressant. Je ne savais pas que c'était obligatoire pour toutes les entreprises. Moi, ce que je dis souvent en formation en CSE, quand on aborde ces thématiques-là, c'est ce qu'on va faire là ensemble, vous le dupliquez, vous le partagez dans votre entreprise, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Parce qu'il y a parfois, il y a des actions qui sont banalisées, parce qu'il y a une méconnaissance de la gravité, il y a une méconnaissance des actes. Et un peu comme ton exemple où il dit ah c'était une blague et puis après il réalise que c'était pas drôle, tu vois. Mais en fait, il faut que tout le monde sache que c'est pas drôle, tout le monde sache que c'est pas professionnel, que c'est pas des comportements normaux dans une entreprise. Et tout à l'heure tu parlais de tolérance zéro, mais pour moi que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, c'est pareil. C'est pas, enfin c'est pas des comportements acceptables dans le milieu professionnel et il faut donc que ces personnes soient gentiment éconduites de notre milieu professionnel. Vraiment. La tolérance zéro, c'est indéniable, quel que soit le domaine du harcèlement, dès lors qu'il est qualifié. Après, c'est la mesure qui est prise. On n'est pas forcément sur du licenciement. Le harcèlement sexuel, c'est là où je dis tolérance zéro. Harcèlement sexuel, on est quand même sur la prévention des risques et autres. Si ça arrive une fois, je ne dis pas que ça se renouvellera, mais en tout cas, pour la préservation des risques, enfin la santé physique et psychologique qui pourrait arriver, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement qu'un licenciement. En tout cas, pour tout ce qui est sexuel. Je Moral, partage cet avis, mais c'est l'employeur malheureusement qui prendra la décision à la fin. absolument. Absolument. Après, ce qui arrive, parce que je suis très souvent aussi désignée pour réaliser des contre-enquêtes, enfin, ou contre-expertises sur des enquêtes qui ont eu lieu. Alors, parfois, qui sont des simulacres d'enquêtes complètes. Mais c'est aussi lorsque des enquêtes internes, et c'est arrivé pour un de mes rapports devant le tribunal, et bien sûr, la partie salariée a utilisé mon rapport d'enquête en disant, bah, voyez les préconisations, la qualification des faits qui avaient été donnés par l'enquêteur juriste, donc je savais les qualifier, ces faits-là, au regard de la jurisprudence et même la réglementation légale, eh bien, l'entreprise avait en compte elle avait un petit peu dissimulé ou minimisé là aussi les résultats de l'enquête et elle avait simplement, j'allais dire, tapé sur les doigts de la personne qui était mise en cause et révélé auteur de faits de harcèlement. Évidemment, devant les prud'hommes, ça passait pas. Ouais, mais c'est un manque de maturité juridique de la part de l'entreprise de réagir comme ça, parce que il y a tellement de risques. Moi, j'ai déjà eu un patron en formation qui me disait, moi, j'ai pas envie de faire de la prison pour un autre. Oui, et puis il y a un mauvais calcul. Tu le soulevais en tout début de podcast, c'est aussi l'aspect financier. Parfois, c'est un mauvais calcul de dire ouais, mais il me rapporte quand même beaucoup d'argent, ce salarié-là, donc on va simplement lui taper sur les doigts. D'ailleurs, en lui disant avant, alors je vais t'envoyer un courrier recommandé, c'est un avertissement, mais n'en tiens pas compte.
C'est là aussi où on parlait de courage tout à l'heure. Et c'est aussi important de savoir dire non, de cadrer. J'allais dire, c'est souvent comme alors sans infantiliser qui que ce soit, ou voilà, c'est comme une famille, hein. Savoir dire non, cadrer, c'est aussi important. Ça sécurise aussi tous les acteurs dans l'entreprise. De savoir qu'on peut compter sur la hiérarchie ou nos collègues de travail. Tu parlais aussi de ce point-là. L'obligation de sécurité et de prévention des risques au travail, elle ne pèse pas que sur l'employeur, elle Bien pèse sûr. sur tout le monde. Chacun est aussi acteur, hein, de la prévention des risques au travail, y compris pour soi et ses collègues. Eh ben, c'est une très belle conclusion et je suis très content qu'on termine avec ça. Et là, Ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé. Avant de couper et de terminer officiellement le podcast, j'aimerais savoir, alors, est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs? Où est-ce qu'ils peuvent se documenter sur le sujet, avoir des informations sur comment faire une enquête interne? Peut-être que tu as un site internet. Enfin voilà, alors, profites-en, tu oui, peux. Enfin voilà, c'est ouvert pour toi. alors je fais ma pub. Alors moi, c'est le cabinet Probicia. Alors Probicia qui ne veut rien dire, mais je trouvais que ça collait très bien avec probité, puisque en fin de compte, mon cheval de bataille, c'est l'éthique et l'équité, comme tu le disais tout à l'heure. Après, il y a aussi tout ce qui est décision cadre du défenseur des droits. Euh, il y a pas mal de publications à ce niveau-là, sur aussi quel est le cadre à donner une enquête interne. On le sait aussi, l'enquête interne est soumise à des projets de loi à ce sujet-là, hein. Pour autant, je suis contre le fait d'avoir un process hyper figé. Là aussi, c'est mes origines judiciaires. Moi, je ne viens pas en audition avec des questions toutes faites, puisque mes questions, je ne sais pas quelles questions j'ai posées quasiment, hein, en audition, puisque ça va dépendre de la réponse que va me donner la personne auditionnée Mhm. que je. Donc, surtout ne pas avoir une trame de questions toutes faites, même s'il y a quand même un cadre, hein, bien sûr, on entend. Donc, en termes de ressources, il y a des informations sur mon site. En termes d'enquêteurs, il y a d'autres cabinets, hein, je pense notamment au cabinet Équilibre, hein, sur Paris. Qui fait du bon travail. Nous avons aussi Egidio, plutôt dans le sud de la France, qui fait aussi du bon travail. Voilà, donc il y en a plusieurs, hein, et puis après, c'est une question de confiance et de feeling, ça passe ou ça passe pas. Excellent. Mais surtout, effectivement, ne pas hésiter même à me contacter via LinkedIn ou sur mon site pour avoir des approfondissements sur des points qui ont été soulevés ou qu'on n'a pas suffisamment encore approfondis. Faut Donc ton vraiment pas hésiter. LinkedIn, c'est Sarah Milin Selin. Et ton C'est site ça. internet? C'est www.cabinet au singulier du 6 probicia.com. Voilà, maintenant, si vous savez pas où aller, vous n'avez plus qu'à entendre la phrase qu'on vient de dire. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous retrouverez ça. Eh bien, pour aujourd'hui, le SAV DCSE, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, soit sur ma page personnelle Alexis Maes ou Dice Academy, la page professionnelle, Dice Academy FR sur YouTube. Le SAV DCSE, vous nous retrouvez sur Instagram, Thread, TikTok. Vous pouvez rejoindre notre Discord également, dans lequel vous avez un espace sur lequel vous pouvez poser des questions. Et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je vous promets qu'un jour, je serai même sur Apple Podcast. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça sera mon projet du mois de résoudre ce problème. Probablement que quand ce podcast sortira, on sera enfin sur Apple. Mais d'ici là, on se dit à très bientôt et ciao ciao!